Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Kana Aka afin d'aborder ensemble l'importance du copywriting. Dans le métier de coiffeuse maquilleuse, ce n'est pas quelque chose avec laquelle nous sommes familières. Nous sommes vraiment dans un métier de service à la personne, mettre en valeur la personne, mettre en valeur les autres. Et au cours de ces derniers mois où j'ai lancé ce podcast, j'ai remarqué que nous avions un métier où nous mettions en valeur les autres, mais on avait du mal à se mettre nous-mêmes en valeur. Alors que de nos jours, les réseaux sociaux sont sont indispensables pour l'expansion et de notre entreprise et nous faire connaître, nous avons pour la plupart beaucoup de mal à se démarquer de la concurrence. Ne serait-ce que par exemple d'avoir un logo à la place de sa photo de profil. Ça, rien que ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant puisque nous sommes dans un métier où nous allons toucher une personne, nous allons les toucher vraiment, on est vraiment très collé à elle. Mais nous nous attendons que ces personnes-là nous fassent confiance juste en ayant un logo comme photo de profil. De nos jours, il n'est plus possible de continuer comme ça. Il faut déjà se montrer, se mettre en avant. Et se mettre en avant, ce n'est pas quelque chose d'inné chez tout le monde. Ça, je le sais, j'en suis consciente. Et c'est pour cela que des personnes comme Kana existent, pour nous apprendre à apprendre l'art de convaincre nos clientes, de convaincre notre audience à nous faire confiance afin qu'ils puissent acheter chez nous en toute confiance et en toute sérénité. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Kana, comment tu vas? Hello. Bah, ça va très très bien et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast pour nous apporter de ton expertise en tant que copywriteuse, si je dis bien. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de toi, de ton domaine d'expertise, pour venir amener justement ton expertise dans mon métier qui est la coiffure maquillage, parce que de nos jours, comme je disais tout à l'heure en off, de nos jours en fait quasiment tout le monde travaille avec les réseaux sociaux et il est hyper important de savoir se vendre auprès de sa clientèle, auprès de son audience qu'on veut attirer. C'est là que tu rentres en jeu parce que c'est tout un art en fait de savoir se présenter, raconter son histoire, etc. Aujourd'hui, tu vas nous apporter ça. Mais avant cela, j'aimerais vraiment que tu nous parles un peu plus de toi parce que j'aime beaucoup connaître enfin les histoires un petit peu de vie de chaque personne, qu'est-ce qui les a emmenées là où elles sont aujourd'hui. Ok, super. Bah, déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Moi, du coup, c'est Kana Aka sur tous les réseaux. J'ai 21 ans actuellement Mhm. et je suis donc experte copywriter. Donc, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Bien C'est sûr. faire en sorte que nos mots aient le plus d'impact possible et pousser les gens, pas nécessairement vers une décision d'achat. Ça peut être vers n'importe quelle action en fait. Ça peut être acheter quelque chose, ça peut être suivre une personne sur les réseaux sociaux, ça peut être plein de choses. Copywriter, conférencière, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Yes. Coach, business et speaker. Donc voilà, j'ai plein de casquettes. Beau panel. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé mon parcours vers mes 16 ans à peu près Ouais. où j'ai créé ma chaîne YouTube, où j'ai commencé à parler. Au début, c'était pas vraiment du copywriting, mais je parlais un petit peu de mon parcours, de mon évolution. À l'époque, je vivais aux États-Unis, donc je parlais beaucoup de ça aussi. À 16 ans, j'ai aussi commencé à prendre des clients. Donc, c'est mes premiers clients, je les ai pris quand j'avais 16 ans. À l'époque, j'aidais les entrepreneurs à se créer leur compte Instagram. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai beaucoup appris au fur et à mesure des années. J'ai pris un petit peu toutes les missions qu'on voulait bien me donner. Et le copywriting s'est imposé comme la compétence que j'arrivais à développer rapidement et à être assez bonne dedans. Et voilà, dès mes 18 ans, j'ai créé mon entreprise. Et puis voilà, là récemment, j'ai arrêté les études il y a quelques mois pour Hmm. me consacrer pleinement à ma carrière dans l'entrepreneuriat. Et actuellement, voilà, je suis entrepreneur à plein temps. Félicitations parce que Merci.
c'est un énorme choix, une grosse étape de vie en fait, d'arrêter pour se lancer dans le vide, enfin, entre guillemets, parce que c'est vraiment se lancer à corps et âme dans cette aventure entrepreneuriale à 100%, quoi. Oui, carrément. Ah ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu faisais comme étude avant d'arrêter, en fait? Je faisais des études un peu spéciales, ça s'appelle licence pluridisciplinaire projet personnel. En Ouais. fait, c'est une licence où il y a deux grosses branches. La première, c'est une branche de tronc commun qu'on avait avec tous les élèves de cette licence, où on travaillait beaucoup tout ce qui est soft skills, donc les capacités à travailler en équipe, à être autonome, à s'adapter, à communiquer. Et entrepreneuriat, on avait pas mal de notions d'entrepreneuriat dans ce tronc commun, gestion de projet, entrepreneuriat, soft skills. Et ensuite, on avait la deuxième branche qui sont les cours à la carte. En fait, j'étais à l'Université catholique de Lille, donc c'est un campus sur lequel il y a plein d'universités différentes en fait. Et du coup, on avait donc le tronc commun et les cours à la carte. Les cours à la carte, on allait choisir dans d'autres facs, dans d'autres licences, et on pouvait prendre plein de cours. J'ai fait de la finance. J'ai fait de l'éco, j'ai fait un peu de droit, j'ai fait de la communication, du marketing, du management. Enfin, en fait, j'ai pu un peu toucher à tout pendant ces quelques années. Et voilà, c'est globalement une fac qui s'adapte au projet de l'étudiant plus qu'autre chose. Et comment tu as réussi à trouver cette branche-là? Parce que comme tu me disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe depuis peu de temps. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Ça s'est fait un peu par hasard. J'avais une amie enfin la fille d'une amie de ma mère qui était à la Cato, donc l'université dans laquelle j'étais. Et je pensais pas, après le bac, je pensais pas forcément faire d'études. Je pensais me lancer dans l'entrepreneuriat à plein temps parce que vu que je l'avais à 18 ans, ma boîte, je pensais juste faire ça. Sauf que, en fait, après les États-Unis, j'ai fait le CNED pendant 2 ans et j'avais un peu envie de retrouver une vie sociale. Je me disais, l'entrepreneur, c'est quand même vachement seul. Et du coup, j'ai décidé d'aller faire des portes ouvertes pour voir s'il y avait pas quelque chose qui pourrait me correspondre. Et en fait, j'y allais pour une toute autre licence et j'ai vu le stand de YouSchool, donc qui est mon école, enfin mon ancienne école du coup. J'ai vu le stand et me suis demandé ce que c'était parce que je ne savais pas du tout. Et j'ai été attirée par le stand. Et j'y suis allée. Et là, il y a une de mes, bah, maintenant qui était une de mes camarades, qui avait juste 1 an de plus que moi dans l'école, qui m'a un peu attrapée, qui m'a dit, OK, je vais tout te montrer. Et en fait, elle m'a tout montré. J'ai assisté à une conférence de ma directrice du coup qui a expliqué le concept. Et en sortant de là, avec ma maman, on s'est regardé, on a fait OK, je vais là. Parce que c'était vraiment exactement ce que je voulais. C'était pile la fac qui allait me laisser bosser sur mon entreprise et en même temps qui allait me permettre d'avoir un certain cadre et une certaine vie sociale. Ok, donc finalement, même avant de commencer en fait la fac, enfin, c'était pas réellement une option au départ, mais finalement, ça s'est Ouais, présenté à toi, c'est ça. et au final, oui, enfin, c'est pas très étonnant finalement que tu aies arrêté en cours de route pour te consacrer à ton entreprise, quoi. Non, je savais que le jour où je voulais arrêter, je pouvais. Moi, j'étais vraiment pas pour le diplôme. Pour le coup, j'ai pas, enfin, j'estime ne pas avoir besoin de diplôme pour Bien sûr. faire ce que je fais. Enfin, on m'a jamais demandé mon diplôme pour m'embaucher, pour que j'ai des clients et tout ça. Donc, de toute façon, ouais, le diplôme, c'était pas vraiment la raison pour laquelle j'étais là. J'étais avant tout là pour bah, monter en compétences, me faire un cadre et avoir des gens avec qui être. Et c'était génial. Bien sûr. Et du coup, le côté, parce que sincèrement, quand justement on s'est connus lors de la conférence des rêveuses entrepreneuses en décembre dernier à la Grande Motte, tu as une éloquence mais vraiment incroyable. Sur scène, en fait, tu as une présence euh, quasi innée. Et du coup, est-ce que déjà enfant, il y avait déjà ce côté en toi ou pas trop justement? Il y a deux. En fait, la réponse, c'est oui et non à la fois, parce que Mhm. j'étais une enfant assez timide. Je le raconte justement dans cette Oui, oui, conférence. je me J'étais rappelle. très dans ma bulle, dans mon monde. J'étais très timide. Je ressentais beaucoup la peur du regard des autres. Ouais. Et en même temps, il y avait un côté de moi qui adorait faire des courts-métrages, qui a toujours aimé écrire, et qui a toujours aimé un petit peu se mettre en avant. Mais avant, c'était plus par du théâtre. En Mhm. fait, c'était pas moi, c'était un personnage toujours. Et j'ai toujours beaucoup aimé et j'ai toujours eu une certaine notion pour l'éloquence. Mhm. Très pour cette dimension-là, les mots, c'est ce que sur les réseaux sociaux, je m'appelle l'ange des mots parce que c'est vraiment chez moi, c'est un don, le fait de réussir à trouver les mots justes, que ce soit du coup à l'écrit ou à l'oral. Mais non, quand j'étais petite, je savais qu'il y avait ça en moi, mais je voulais pas nécessairement le montrer au monde encore. Et t'as eu recours justement à des personnages pour commencer à pouvoir le montrer au monde. Et, C'est euh, ça. et j'adore parce qu'en fait, j'ai fait une interview la semaine dernière avec une autre personne où on parlait justement de ça. C'est pour ça que j'ai voulu évoquer un peu ce moment-là parce que euh,
à la conférence, j'ai remarqué que sur scène, justement, tu avais cette éloquence-là. Et puis hors de la scène, c'est comme s'il y avait une autre personne aussi. Enfin, Mm. c'est comme si justement la Cana petite revenait une fois qu'elle sortait de la scène. Ok. Je sais pas si c'est réel, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait parce que j'aime observer les personnes, etc. Justement la semaine dernière pendant l'interview avec c'était Magali Zarka qui a un autre podcast où on disait que souvent les personnes qui sont très timides jeunes, qui qu'on n'entend pas beaucoup jeunes, finalement se révèlent être des personnes très entreprenantes, très éloquentes, etc. Souvent on a besoin de d'un petit truc fétiche ou alors d'endosser un personnage pour pouvoir laisser s'exprimer cette créativité, cette éloquence qu'on a en nous en fait qu'on n'ose pas montrer au monde. Ok, Non, c'est hyper pertinent parce que c'est vrai qu'en fait, c'est très paradoxal, mais je suis ouais, plus à l'aise devant 800 personnes que devant deux personnes. J'ai beaucoup carrément, plus d'aisance à parler devant des foules que de me présenter et d'être et d'exister face à un autre être humain. Et carrément, ouais. voilà, vraiment pour le coup, c'est complètement vrai. C'est une remarque qu'on me fait souvent. C'est la version de moi devant 800 personnes est beaucoup plus confiante que la version de moi devant une personne qui doit juste faire une conversation. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est un peu une persona finalement, Kana Ouais. Ak. C'est un peu l'alter ego que j'ai créé pour incarner les qualités que j'avais envie d'incarner sur scène, sur YouTube, etc., quoi. Non mais c'est marrant hein, parce que c'est hyper paradoxal mais à la fois c'est tellement enfin je le comprends tellement parce que enfin c'est un peu pareil parce que je j'ai aucun mal à parler devant plein de personnes quand il y a du monde etc mais quand je suis genre face à une personne bah là on m'entend quasiment plus et justement Kanahaka c'est ton vrai nom et ton vrai prénom ça on est d'accord. Kana, c'est mon prénom. Aka, c'est pas mon nom de famille. Ah Kana, c'est le prénom. Ouais, il y en a un qui a un pseudo et l'autre qui est pas un pseudo. C'est mon ok prénom de famille, c'est Gig. Et du coup, bah, c'était un peu moins stylé. Donc, bah j'ai trouvé oui un pseudo pour les réseaux. Et je sais pas, j'aimais bien, je trouvais que ça sonnait bien. Et Aka, c'est also known as. Et vu Hmm. que je voulais faire plein de trucs, bah, comme ça me permettait d'avoir différentes identités aussi à travers ok Kana. ok parce qu'il me semblait bien que Kana c'était vrai mais Ouais. voilà ok justement, tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de qu'est-ce que était le copywriting. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus parce que c'est pas une audience qui est familière avec ça, donc pour qu'elle puisse connaître un peu plus sur ce sujet. Ok. Alors, le copywriting, déjà, dans ce que c'est concrètement, c'est ce que vous pouvez voir sur les sites web, ce que vous pouvez lire dans les mails que les gens vous envoient, ce que vous pouvez voir sur, je ne sais pas si le mot tunnel de vente va résonner, mais globalement, les étapes vers l'achat. Mhm. C'est un tunnel de vente, donc c'est tout ce qu'il y a écrit là-dessus. Parce que quand les gens font des vidéos pour essayer de vous vendre quelque chose, c'est du copywriting. Et même des vidéos qui essaient juste de vous apprendre quelque chose, peut y avoir du copywriting là-dedans. C'est vraiment utiliser les mots pour pousser. Moi, j'aime bien dire que c'est l'art de captiver, convaincre et convertir. Donc captiver parce que on a envie que les gens nous écoutent, on a envie de garder leur attention. Ensuite, on a envie de les convaincre, donc on a envie qu'ils nous croient. Pour moi, dans convaincre, il y a cette notion de faire confiance. Quand je convainc quelqu'un, il me fait confiance, il a foi en quelque chose que je dis. Et enfin, il y a la notion de convertir. Et là, convertir, bon, bah, c'est transformer un prospect en client, finalement. Voilà. Et le copywriting, ça se base beaucoup sur les biais cognitifs, sur la manière dont le cerveau humain fonctionne. Donc moi, c'est ce que j'aime bien, c'est étudier le fonctionnement du cerveau humain, les fonctionnements de nos schémas de réaction, qu'est-ce qui déclenche l'achat, qu'est-ce qui déclenche telle action. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant d'aller un peu fouiller dans nos neurones, dans nos connexions, comment est-ce que on peut schématiser ça et comment est-ce qu'on peut utiliser les schémas des comportements humains pour justement être meilleur en copywriting et écrire mieux pour transmettre au mieux son message. Et quelle est la différence entre copywriting et storytelling? Parce que c'est un peu la même chose, non, finalement? Pour moi, alors, le copywriting, il peut, en fait, le storytelling, pour moi, c'est une sous-section du copywriting. D'accord. Le storytelling, c'est juste raconter des histoires avec du copywriting derrière, en utilisant des biais de copywriting pour raconter une histoire. Mhm. Mais le copywriting, c'est pas que le storytelling. Ok, d'accord. Ok, ok. Ouais, en fait, le copywriting, on va dire, c'est celui qui englobe le tout. Et le storytelling, c'est vraiment un outil du copywriting, en fait. C'est ça. Et il y a du storytelling quand on veut juste raconter une histoire, il n'y a Mhm. pas vraiment de copywriting derrière. Mais Mhm. par contre, quand l'histoire a un but, par exemple, si je raconte mon histoire pour inspirer les gens et pour faire en sorte qu'ils me suivent, là, il y a du copywriting derrière parce qu'il y a une D'accord. intention
qui est clair derrière ça. Il y a une raison pour laquelle je vais raconter cette histoire-là. Ok, donc par exemple, un storytelling, ça peut être juste, par exemple, une histoire dans un bouquin. Par exemple, le Ouais, storytelling, c'est juste l'art de raconter, mais le copywriting, c'est l'art de raconter pour inciter à une action, entre c'est ça. guillemets. Ok, ok, Je ok. définirais comme ça en tout cas. Ok, ok, super, merci. Et qu'est-ce qu'un bon copywriting pour toi? Pour Enfin, moi, un bon copywriting, alors déjà, le truc le plus important, et ça c'est un truc que j'essaye d'amener un peu sur les devants de la scène du copywriting, c'est le plus important, c'est pas la structure, c'est pas de connaître les schémas et tout ça. Le plus important, c'est vraiment l'énergie qu'on met derrière les mots. Parce que il y a un truc qui est vraiment vrai, c'est que je peux voir une vidéo où la personne en soi, ce qu'elle dit, ça n'a ni queue ni tête, c'est pas structuré, les informations, elles s'enchaînent pas bien et tout ça. Mais si la personne y croit, si elle est vraiment à fond derrière son message, qu'elle parle avec vraiment conviction, qu'elle a vraiment foi en son propre message, eh ben, elle va plus avoir de résultats que quelqu'un qui a la superstructure, qui enchaîne exactement les choses comme il faut, mais qui n'y croit pas et qui a pas de foi derrière ce qu'il dit. En fait, l'audience ressent l'énergie qu'on met derrière les mots. Si j'écris depuis peur, si j'écris depuis doute, les gens vont ressentir peur et les gens vont ressentir doute. Alors que si j'écris depuis conviction, si j'écris depuis ma vérité, les gens vont ressentir ça. Donc pour moi, déjà, un bon copywriter, c'est quelqu'un qui incarne l'énergie, déjà son énergie s'il écrit pour lui-même, et si jamais un copywriter, c'est aussi quelqu'un qui écrit pour les autres. Donc pour moi, un mhm, bon copywriter, c'est incarner le business de quelqu'un, c'est incarner l'énergie de quelqu'un. mhm. Et de Donc ça, mettre de l'attention dans ce qu'on dit et dans ce qu'on écrit, en fait. exactement. De se Mhm, mettre, de vraiment de se mettre dans une énergie, dans la bonne énergie. Et moi, j'adore, chaque business a une énergie différente. J'écris pas pour moi comme j'écris pour mes clients et j'écris pas pour tel client comme j'écris pour un autre client. C'est hyper important de s'adapter à ça. Donc, il y a la notion d'énergie. Et après, forcément, il y a la notion, en fait, on peut tous être bons en copywriting si on a les bonnes structures. Et pour avoir la bonne structure, il faut aussi avoir en fait du sens dans ce qu'on fait finalement dans ce Ah que tu dis oui. là. C'est trouver le sens justement déjà, trouver son pourquoi, le sens de pourquoi on fait les choses. Et c'est ça qui nous donne la ligne directrice de ce qu'on veut et ce qu'on veut amener les gens à faire en fait avec nos histoires finalement. Moi, je mets vraiment ça dans la case de l'énergie pour le coup. Effectivement, s'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas d'énergie derrière. Vraiment, c'est ce que je mets dans la case de l'énergie qu'on met derrière les mots. C'est aussi le pourquoi. Mais ouais, c'est vraiment un exercice que je fais faire à chaque début de conférence, celles qui parlent de copywriting en tout cas, ou d'atelier ou avec mes clients. C'est vraiment, je leur pose des questions, je leur dis, OK, quelle énergie est-ce que tu as envie de transmettre et comment est-ce que tu veux que les gens se sentent Mm. quand ils lisent ton message? Et ces deux questions-là, elles vont me guider pendant tout le reste du processus, en fait. C'est trop, trop important. Et après, il y a des structures, et après, on va étudier les biais cognitifs, et après, on va faire des enchaînements d'informations qui vont générer telles émotions, qui vont pousser certains boutons dans notre cerveau. Mais tout ça, ça vient après le fait d'avoir une énergie qui vient du cœur et qui va transporter les gens avec nous. Oui, 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 oui. Non, mais ça c'est top. Et Et là, du coup, dans ces exercices que tu fais faire aux gens, par exemple, c'est quelque chose que je peux adapter, par exemple, à un podcast ou aux réseaux sociaux aussi, ou c'est Bien vraiment sûr. pour une conférence. Ah non, pas du tout. C'est vraiment un truc, même dans mes vidéos YouTube, Ouais. des fois, en début de vidéo, je leur dis, OK, là, on refait l'exercice. Et j'ai carrément fait une vidéo, je sais pas si elle est sortie. En tout cas, elle sortira bientôt si elle n'est pas encore sortie, mais j'ai fait une vidéo où je fais le reset de l'entrepreneur pour le copywriting. Je crois qu'elle est sortie. En gros, c'est une vidéo où je leur explique le shift énergétique qu'il faut faire et je leur fais l'exercice pour qu'ils puissent le faire. Et comme ça, ils peuvent le noter. C'est plus puissant en présentiel. Tout est toujours Bien plus sûr. puissant en Oui, présentiel. c'est sûr. Mais je peux carrément l'adapter aux réseaux sociaux. Et puis même, je peux carrément l'adapter à tous les formats finalement, en fait. Bien sûr, oui, oui, c'est vrai que le présentiel, enfin, il y a rien de plus puissant que d'être, enfin, d'être là en personne, en chair et en os. Enfin, c'est toujours beaucoup plus puissant, mais c'est vrai que ça peut aider justement, comme on disait tout à l'heure. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'incarner un personnage ou de d'avoir un truc fétiche, et justement, bah, de se poser la question, bah, quelle émotion on veut transmettre et quelle émotion on veut recevoir, etc. Bah, ça nous permet de nous mettre déjà dans ce qu'on est en train de faire et pas de passer d'une action à juste bon bah allez on va faire juste ça quoi. Mm. Mm. Carrément. Et qu'est-ce qui t'a fait sentir la plus inspirée dernièrement? Dernièrement, en fait, là, ces derniers mois de ma vie ont été un peu chaotiques. J'ai déménagé, donc je suis partie Ok. de Lille.
Et aujourd'hui, je vis à Nîmes, Ok, dans un à l'opposé. co-living. Ouais, j'ai vraiment fait nord-sud. Et aujourd'hui, je vis dans un co-living d'entrepreneurs. Donc, je vis avec Ok. 8 autres entrepreneurs là dans la maison. Ouais, Donc, j'ai fait un changement de vie drastique. Et en fait, à peine une semaine après être arrivée, je suis allée à un séminaire dans lequel j'étais intervenante. ok. Euh, En fait, à un moment du séminaire, bah déjà le séminaire était incroyable, mais à un moment du séminaire, on a fait une méditation qui Mhm. s'appelle Méditation End of the Game, que Yann Joubert, le gars qui a organisé le séminaire, a animé. Et en fait, on était dans un lieu incroyable, paumé dans les montagnes. On était dans une espèce de pré qui surplombait la maison, le mas dans lequel on était. Ok. Et on a fait la méditation. Et à la fin de la méditation, il y a des chevaux qui ont débarqué, qui ont couru dans la prairie. Et en fait, on a tous pleuré parce que la méditation était vraiment puissante. C'était une visualisation. On était tous en train de pleurer et on s'est tous fait des câlins et on était tellement dans le moment, dans la gratitude. On était tellement tous émus par ce qu'on venait de vivre. Et ouais, non, ce moment-là, vraiment, il est resté gravé et ça m'a tellement inspirée. C'est là que je me suis redit, mais oui. En fait, l'énergie, c'est vraiment littéralement ce qu'il y a de plus important parce qu'on était tous, on avait vraiment médité sur l'énergie, médité sur la gratitude, médité sur ce à quoi on a envie de se dévouer dans nos vies. Et à partir de ce moment-là, enfin, tout le monde était trop bien. Et puis les jours d'après se sont extrêmement bien passés parce qu'on avait fait cet exercice-là avant. Et après, il y a eu du business. Et après, j'ai fait une conférence. Et justement, pendant cette conférence, je leur ai dit, OK, reconnectez-vous à ce que vous avez ressenti dans la montagne quand on a médité. Et vraiment, j'étais mais bluffée par le pouvoir de cette visualisation. C'était incroyable. La visualisation, c'est un super outil pour justement se projeter dans l'avenir, etc. et savoir encore une fois, en fait, on en revient toujours au sens à chaque fois, en fait, finalement, parce que sans ce sens-là, on ne peut pas se projeter à l'avenir, on ne peut pas non plus avancer dans le présent. Donc, on en revient toujours à chaque fois au sens, l'énergie et ce qu'on veut. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, souvent, on a du mal à garder la motivation pour aller vers ces choses qu'on visualise parce que parfois on peut avoir une vision de ce qu'on a envie, de ce qu'on rêve, des choses dont on rêve, etc. Mais souvent on est assez rattrapé par la réalité des choses c'est là que la motivation part. Et moi ce que j'ai bien aimé lors de ta conférence, c'est que tu ne parlais pas de motivation ou de discipline, mais plutôt de dévotion. Et Oui. ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que en fait, maintenant, tu sais, maintenant, moi, je dis, oh, je n'ai pas la motivation aujourd'hui, mais je suis dévouée à le faire demain. Tu vois, enfin, je dis des choses comme ça. Enfin, tu vois, Ouais. tu peux nous développer un peu plus ce côté-là parce que je pense que ça peut être très aidant. Pour moi, la dévotion, je sais pas si tu vois l'équation discipline est supérieure à motivation. Et pour moi, encore, en vrai, il y a motivation, discipline, et là, il y a dévotion. La dévotion, c'est l'art de se consacrer à quelque chose. Mm, Et pour moi, le but d'une vie, de la vie d'un être humain, c'est de se consacrer à son propre bonheur. Et mm, après c'est par quoi est-ce que mon bonheur y passe? Est-ce que c'est par ma famille? Est-ce que c'est par mes amitiés? Est-ce que c'est par vivre dans la nature, dans une grotte avec des alpagas? Est-ce que c'est par ma carrière? En fait, la notion de dévotion, je trouve ça génial parce que ça pousse à une constante remise en question. On peut être discipliné dans le vide. Je pourrais faire tous les jours la même chose et être super disciplinée et travailler 12 heures par jour et pas être heureuse et pas faire des choses qui me rendent heureuse. Alors que la dévotion, c'est OK, qu'est-ce qui me rend heureuse et comment est-ce que j'atteins ces choses-là? Et la dévotion, ça pousse à une constante remise en question et c'est génial. Et ça pousse aussi une citation que j'adore, c'est What you want most over what you want now. Donc ce que je veux le plus passe avant ce que je veux maintenant. Et la dévotion, c'est pas se dire, OK, je suis disciplinée, donc je sais pas si on prend l'exemple de faire du sport, par exemple, si jamais j'ai envie d'être plus forte. Je suis dévouée à mon envie d'être forte et d'avoir un physique qui me permet de faire des randonnées, par exemple. Bah, si aujourd'hui j'ai pas envie de faire ma séance de sport, ok, ce que je veux maintenant, c'est me reposer, mais ce que je veux réellement au fond de moi, ma dévotion, elle est avec un physique fort qui va me permettre de faire des trucs de fou. Et du coup, être dévoué à moi-même, ça veut dire passer au-dessus de la flemme et faire cette séance. Mais c'est pas être discipliné. La discipline, je trouve que c'est aussi. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui mm. la discipline, ça marche très bien. Mais personnellement, c'est pas le cas. Je me considère pas comme quelqu'un de discipliné. Et pourtant, j'accomplis, et pourtant, j'abats du travail, et pourtant, je vais vers mes rêves à fond.
La discipline, c'est très masculin aussi comme concept, je trouve. Oui, 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 très, très, très force masculine, très, très yang, très, c'est comme ça et pas autrement. On se réveille à 5 heures du matin. Mais la dévotion, pour moi, enfin, pour moi, la dévotion, c'est par exemple justement, si tu n'es pas une personne du matin, pourquoi t'acharner à avoir une discipline où tu te réveilles le matin pour faire quelque chose, alors que tu peux avoir cette même discipline entre guillemets en le faisant le soir parce que tu seras plus dévoué à ta mission et en le faisant le soir en fait parce que bah tu es une personne du soir donc tu es plus énergétique ton énergie, enfin, tu as plus d'inspiration, plus d'énergie à faire les choses à ce moment-là. Donc, ce n'est pas parce que on dit pour avoir une bonne discipline, il faut commencer à 5 heures, etc. Non, si tu veux commencer à 10 heures ta journée, tu commences à 10 heures, mais tu es dévoué à faire ce que tu as dit que tu allais faire, quoi. Ah, mais oui, littéralement. Et puis aussi, il y a cette notion de, je le disais aussi dans la conférence, c'est de travailler avec la soi du passé et la soi du futur. Donc là, Mhm. par exemple, peut-être que ce matin, la meilleure manière dont je peux être au service de ma dévotion, c'est dormir parce que je suis fatiguée et que mon corps a besoin de sommeil. La moi du futur, elle veut être forte, mais elle veut aussi avoir de l'énergie. Ça sert à rien d'avoir des muscles si si je suis tout le temps fatiguée. Du coup, peut-être que la meilleure manière d'être dévouée à moi-même ce matin-là, c'est de dormir. Mhm. C'est pour ça, j'aime vraiment cette notion. Mais la dévotion, de toute façon, c'est ma prochaine grosse conférence. Je vais en faire une conférence sur vraiment avec la dévotion au centre, parce que là, c'était une petite partie de ma conférence que j'ai fait au séminaire des rêveuses entrepreneuses. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça a touché particulièrement les gens et qu'il y a vraiment un gros truc à aller chercher. Et bien justement, pendant le séminaire, là, la dernière fois, j'ai trouvé la trame de cette conférence. Ça va être une dinguerie. La dévotion, c'est vraiment mon truc du moment. J'adore. Ouais, ouais, non, non, mais j'adore. Faut vraiment que tu continues là-dessus parce que je pense qu'il y a une saturation vraiment de tous ces disciplines, enfin tout cet entrepreneuriat trop young, trop aujourd'hui surtout depuis le Covid, on est beaucoup sur moi en tout cas je sais que je suis plutôt slow life, slow entrepreneuriat en mode slow. Et moi c'est quelque chose que je partage beaucoup avec ma communauté, c'est que bah aujourd'hui, j'avais prévu énormément de choses à faire, mais mon corps ne veut pas. Donc, si je veux faire les choses comme il faut que je le fasse à un moment où mon corps est OK. Donc, aujourd'hui, c'est pas grave. Je n'avancerai pas dans ma mission, je n'avancerai pas, mais je sais que tel jour, je vais programmer une autre journée pour ça, pour avancer dans cette mission. Mais c'est pas parce que je ne suis pas disciplinée, c'est tout simplement parce que j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à écouter mes émotions, mon corps, les signaux pour me dire qu'en fait là bah j'en fais trop, etc. Donc en fait bah le plus important c'est d'accomplir les missions qu'on s'est données. Bien sûr, pour ça il faut toujours se donner un but, un temps, un laps de temps. Donc si je vois que bah en fait j'ai encore je sais pas un mois pour finir ce que j'ai dit que j'allais faire, bah pourquoi m'obstiner à le faire sur une journée où je me réveille, je sais pas, surtout en tant que femme, on a nos règles, etc. Il y a des jours où en fait bah t'es patatras, genre, enfin, t'arrives pas à te mettre dedans, tu mets plus de temps à te mettre dedans, et une fois que tu le fais, tu risques de bâcler ce que tu fais. Donc, c'est hyper important cette notion de dévotion, slow life, slow entrepreneuriat, etc. Parce que bah, c'est beaucoup plus en accord avec notre corps d'être humain en fait finalement. Ouais, carrément. Mais oui, et puis même avec le cycle, c'est trop important quand on est une femme de savoir, ok, là je suis en lutéal, là je suis en menstruel. Enfin, il y a tellement de choses qui Mm, jouent dans le cycle. mm, Enfin, ça te rend. Et c'est pour ça que je pousse beaucoup cette notion de dévotion, surtout auprès des femmes. Les hommes, ça peut les toucher, comme ça peut ne pas les toucher du tout. Il y a des hommes qui ne sont pas du tout concernés par la notion de dévotion et qui sont vraiment dans la discipline et c'est 100% ok. Mais c'est vrai que le discours sur la dévotion résonne beaucoup chez les femmes. mm. Bon, après les deux sont bien, mais c'est vrai qu'il faut juste trouver soit le juste milieu, soit celui qui nous convient le plus. Et comme j'aime bien aussi parler, enfin vraiment, vraiment, c'est les parcours de vie, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels ont été, enfin, quels ont, s'ils sont plusieurs ou un seul de chaque, mais une réussite, une grande réussite pour toi que tu as vécu, mais aussi si tu en as un échec ou une épreuve qui t'a appris une belle leçon au final, parce que il n'y a pas d'échec, il y a juste des leçons finalement en fait. Ouais, carrément. En fait, elles se sont assez enchaînées. C'était sur un temps de quelques mois. Bien Euh, sûr. mais la première grosse conférence que j'ai faite, c'était une conférence au Grand Rex, donc devant 800 personnes, à l'événement d'Olivier Roland.
Donc j'ai fait Avoir peur y aller quand même, qui est ma conférence phare devant 800 personnes. C'était la première fois que je la faisais. Et ça a été reçu, bah, c'était le meilleur jour de ma vie, concrètement. Ça a vraiment été reçu, c'était magnifique. Pourtant, j'étais entourée de conférenciers, pour le coup, des Américains, des champions olympiques, des youtubeurs avec des millions d'abonnés. Et j'ai quand même été dans le top 3. On connaît pas le top 3, mais au niveau des votes du public, je sais que j'étais dans le top des votes du public pour les Ouais. meilleurs conférenciers. Et en fait, c'était tellement un moment, mais hors du temps. Et c'est comme à chaque fois que je suis sur scène, en fait, j'oublie qui je suis. Je suis vraiment tellement à fond dans le moment et c'est vraiment tellement ce que j'aime faire le plus au monde. J'ai complètement oublié le fait d'être sur scène, mais j'ai des preuves, hein, j'ai des vidéos et tout, je sais que c'est arrivé. Et je me souviens surtout de gens qui venaient me voir, mais c'est à chaque fois ça me choque et je pense que je m'habituerai jamais au fait qu'on vienne me voir après une conférence en pleurant. Parce que moi, mon message, je sais qu'il a du pouvoir parce qu'il a changé ma vie à moi, mais ça m'étonne toujours qu'on vienne me voir avec des larmes dans les yeux pour me dire merci. Et ouais, ce jour-là, quand on est venu me voir, j'ai eu peut-être ouais, 200 personnes qui sont venues me voir dans la même journée pour me féliciter, pour me donner énormément d'amour, pour me donner leur gratitude, pour me transmettre leurs émotions. Et ouais, c'était vraiment incroyable de vivre ça. Franchement, encore aujourd'hui, quand j'y repense, il y a l'émotion qui monte et tout. En plus, enfin, il y avait mes parents dans le public, donc il y avait ma maman, Oh. il y avait mon papa qui avait une caméra et qui courait partout dans la Ah, salle. j'adore. Ah, j'adore, ça me donne des frissons, c'est tellement Et beau. vraiment, mon père, il avait une Osmo, tu sais, ces petites caméras là. Oui, oui. Il mettait partout, il courait dans la salle pour récupérer des C'est plans. ma fille. Vraiment, c'était génial. Et ouais, non, c'était un des meilleurs jours de ma vie, honnêtement. Ouais. Ils doivent Et être hyper fiers. d'ailleurs, c'est là que Cécile est venue me voir après pour me dire, Kana, il faut que tu viennes à mon séminaire. Et du coup, bah voilà, j'ai été au Ouais. séminaire des rêveuses entrepreneuses pour faire la même conférence, du coup. Ouais. C'était incroyable. Et du coup, ça a été suivi par une période donc tout aussi géniale où forcément j'ai été visible. Donc j'ai eu des clients pour Bien la sûr. première fois de ma vie, j'avais une liste d'attente. Waouh. Où j'ai dit à des gens, bah je peux pas parce que j'ai trop de travail, du coup faut revenir en novembre quoi. Pour le coup, j'ai été vraiment assez bookée. Et en fait, du coup, ça c'était en septembre. Et en novembre, je suis partie au Maroc avec des entrepreneurs aussi, un petit séminaire d'entrepreneurs en fait, où on travaillait le matin et l'après-midi, on faisait des activités. Et en fait, en allant là-bas, je bossais 6 heures par jour parce que je me levais à 6 heures du matin pour bosser de 6 heures à midi et ensuite profiter de l'après-midi. Mais je me suis rendu compte que je profitais pas du tout parce que j'avais trop de travail et que j'étais constamment dans le stress de qu'est-ce qu'il allait avoir après. Et à un moment, je me souviens, en plus, c'était magnifique, on était à la plage et tout. Et j'ai pensé au fait que dans une semaine, je retournais en cours parce que du coup, j'ai séché une semaine de cours pour faire ça. Mais je commençais à sécher à droite, à gauche et tout parce que je pouvais plus. Enfin, en fait, je séchais des cours pour aller travailler, genre pour caler Mm. des appels avec des clients. C'était même pas sécher fun, c'était Oui, sécher parce oui. que Sécher parce que j'ai mieux à faire, quoi. pas sécher, mais même pas sécher parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mm. Pour le coup, mes clients passaient avant. Mais du coup, j'étais au Maroc et là, j'avais envie de pleurer, mais les larmes aux yeux en pensant au fait que j'allais retourner en France et que j'allais retourner en cours. Et là, vraiment, le poids qu'il y avait sur mes épaules. Et c'est là que la graine dans mon cerveau a commencé à germer de bah, je vais peut-être arrêter. Et en fait, les mois d'après ont été difficiles parce que j'hésitais, parce que j'étais quand même en L3. Il me manquait quoi? 6 mois de cours avant d'avoir mon diplôme. Et il Ouais, y c'est avait pas grand-chose. une partie de moi, mais je pense que c'était mon ego qui était en mode non, mais tu vas quand même pas abandonner là. Alors qu'en soi, c'était pas abandon dans ma tête. Je considère pas du tout ça comme un abandon. C'est juste un choix qui m'a permis de prioriser d'autres choses face au cours. Et ouais, en fait, finalement, il y a une période très très difficile où j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à des coachs qui m'ont aidé, on a fait les pour, les contre. Je pleurais beaucoup parce qu'il y avait aussi le côté émotionnel d'abandonner Bien mon sûr. copain qui était à la fac avec moi, d'abandonner mes amis, toute une routine et tout un écosystème que je m'étais construit dans lequel j'étais très très confortable. Mais du coup, en fait, il était en train de m'étouffer. Cet écosystème-là, en fait, j'ai vraiment, je dirais pas que j'ai fait un burn-out, mais j'ai frôlé le burn-out de genre vraiment à ça, quoi. Et du coup, j'ai arrêté. Et en fait, je me souviens, bah, justement, j'ai pris la décision d'arrêter. Je l'ai annoncé sur scène le lendemain. J'ai Mm. pris la décision d'arrêter dans ma chambre d'hôtel à Montpellier. Et le lendemain, j'étais sur scène Oui. à Montpellier. Et j'ai annoncé, du coup, les premières personnes hors ma famille et mon administration qui ont été au courant que j'arrêtais les cours, c'était les gens qui m'ont vu sur scène ce jour-là. Oui, Parce que oui. j'ai dit, ouais, moi, la dernière décision qui m'a fait ressentir de la peur, c'est hier quand j'ai envoyé un mail à mon administration. Et Ouais. mais c'était difficile, purée. J'étais vraiment mais à pleurer de peur, en fait, de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de rester dans un environnement où je sais, je m'épanouis plus, qui me saoule, j'en avais marre? Est-ce que je tiens? Est-ce que je suis en mode, ok, bon, bah, je tire sur la corde et je tiens les quelques derniers mois qui me restent?
ou est-ce que je lâche et je me concentre sur l'entrepreneuriat, mais en même temps, ça m'amène dans une zone qui n'est pas ma zone de confort du tout. Et au Hmm. final, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, encore une fois. Ouais, toujours, toujours, toujours. Et purée, c'était pas facile de l'apprendre. C'était vraiment une période compliquée. Bah, c'est toujours cet entre-deux, en fait, à chaque fois qui est assez difficile où on se dit, oui, mais je sais ce que je quitte, mais je sais pas exactement ce que je vais retrouver, en fait, et au final, c'est toujours le meilleur choix qu'on fait, au final, hein. Et puis ouais, et puis la position d'entrepreneur étudiante, elle est confortable en soi. Oui, oui, je travaillais de 8 heures à 22 heures tous les jours, week-end inclus, mais en même temps, enfin, il n'y avait pas de réelle pression. Ma boîte, c'était pas réel, enfin, c'était réel, mais j'avais de l'argent qui rentrait et tout ça, et puis je commençais à vraiment pouvoir en vivre. Mais en même temps, je ne m'autosuffisais pas. J'avais toutes les aides et tout ça parce que j'étais étudiante. Et maintenant, ce n'est plus le cas, quoi. Mm, Donc, mm. c'était aussi sauter dans ce truc de, OK, maintenant c'est la vie active, maintenant tu t'auto-supportes et t'es une adulte vraiment indépendante. Et mine de rien, à 21 ans, bah, c'est pas la décision la plus facile à prendre. Mais tu l'as faite et Ouais. c'est très bien de l'avoir fait parce que enfin, je sais plus si je te l'avais dit lors après le séminaire, mais enfin, moi je te vois vraiment déjà hyper loin parce que vraiment t'as une présence incroyable sur scène et j'ai jamais vu ça vraiment et de voir ça à un si jeune âge, je parle comme si j'avais 40 ans, mais mais enfin t'es une vraie pépite, hein, une vraie enfin vraiment incroyable et il faut que tu continues parce que oui, même s'il restait que 6 mois vraiment je ne te connais pas beaucoup, mais je suis sûre que tu as fait le meilleur choix de ta vie en fait en faisant ça et C'est euh, ça. et je te souhaite que le meilleur quoi. Merci. Et d'ailleurs, justement, comme tu accompagnes des personnes, quelle est la chose dans ton programme que t'as amené à un client et à laquelle tu t'attendais pas, par exemple? Dans mon programme, j'ai plusieurs types d'offres, donc ça va vraiment dépendre. Est-ce que tu peux reformuler la question pour que je puisse peut-être mieux Oui, comprendre? oui, pardon. En fait, c'est bah, justement dans ton programme phare. Est-ce que tu en as un d'ailleurs que tu as, enfin, c'est le signature entre guillemets. J'ai vraiment deux activités différentes, donc en fonction de la question, je vais voir le meilleur exemple qui me Le vient. copyright sur le copywriting, sur le Ok, sur le copywriting. copywriting du coup. Est-ce que j'ai déjà eu un client qui m'a surpris? Oui. Mm. Ok. Oui, en fait, bah, récemment, j'ai un homme qui a pris un rendez-vous avec moi via mon formulaire sur YouTube. On peut prendre des rendez-vous avec moi pour voir comment je peux aider les personnes. Et du coup, je l'ai eu en appel et en fait, il savait faire un peu tout ce que je fais. Donc, le copywriting en soi, il sait faire. Construire des tunnels de vente, il sait faire aussi. Et en fait, c'était juste quelqu'un qui voulait travailler avec moi pour que je l'aide à s'organiser. Et ça m'a vraiment surpris. En fait, il voulait juste quelqu'un qui lui met un cadre. Et du coup, j'étais en mode, OK, mais là, je vois pas comment je peux être à ton service parce que je faisais beaucoup de prestations. Et il avait pas besoin de prestations. Et du coup, bah, j'ai commencé à le coacher où on a un appel une fois par semaine où, je lui demande, où on a un planning et c'est moi qui l'aide à s'organiser. Et je n'avais pas du tout réalisé jusque-là que c'était des compétences que je pouvais monétiser, en fait, le fait de faire une vidéo par semaine, le fait de sortir un réel par jour, le fait d'être hyper organisé et tout ça, pour moi, c'était des trucs c'était pas ça mon champ d'expertise en fait. Et du coup, en fait, vraiment, ça m'a surprise. C'était la première fois, je pense, qu'on venait me voir pour me demander quelque Ok. chose que je n'avais pas proposé. Et juste, il était en mode, bah, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie que ce soit toi qui m'aide à faire ça. Et j'étais en mode, mais c'est incroyable quand même que je Bah sois oui. pour expliquer à quelqu'un comment j'organise ma vie au quotidien. Enfin, et pour l'aider et l'accompagner avec ça. C'est ouf, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que pour le coup, ça a un réel nom comme métier. Enfin, enfin, ça ressemble un peu à Online Business Manager. Donc, alors que, enfin, c'est un peu, enfin, c'est pas tellement lié finalement avec le Pas trop. copywriting. Donc, comment ça se fait qu'il a voulu que ce soit toi qui Je fasse sais ça pas, je pour pense lui? il a regardé mes vidéos YouTube, il a bien aimé l'énergie. Et après, forcément, je vais aussi l'aider en copywriting et je vais Bien aussi le sûr, coacher oui, un petit peu en prise de parole face caméra. Donc, il y a un peu ces deux trucs dont il avait besoin aussi. bien sûr. Ouais, il y a des coachs qui sont spécialisés dans l'organisation, dans la productivité, dans le time management, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais en fait, je pense que c'est surtout, pour le coup, je pense qu'il n'est pas réellement venu me chercher pour mes compétences. Il voulait vraiment travailler avec moi parce qu'il m'a vu sur Internet et qu'il s'est dit, OK, je veux son énergie. Ok. Et encore une fois, je pense vraiment Et- que c'est venu vraiment renforcer ma croyance que, en soi, l'énergie, c'est littéralement le plus important parce que pour Bah le coup, oui.
je n'avais demandé à personne à ce que quelqu'un vienne me voir pour ces compétences-là, quoi. Mais je Ouais. trouve ça incroyable. Et ça, c'est une compétence que tu aimerais développer ou non? Tu veux vraiment rester quand même sur le copywriting ou est-ce qui est environnant? Si on vient me chercher dessus, peut-être que je le ferai, mais je vais pas faire de pub là-dessus, je vais pas mettre ça en avant sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Même si je fais deux, trois vidéos sur comment je m'organise et tout ça, c'est parce que je trouve que c'est important de partager ces choses-là. C'est pas, non, je vais pas développer mon activité là-dessus. Le copywriting non plus, en soi, c'est un truc que je fais de moins en moins, du copy pur en prestation. Maintenant, je fais plus du consulting en copywriting plutôt que de la vraie prestation pure parce que c'est beaucoup moins chronophage. Mhm, Sinon, moi, ce que je veux vraiment développer, c'est le coaching pour les speakers et pour les personnes qui veulent devenir meilleures en prise de parole en public. mhm. Et les conférences, tout simplement. C'est vraiment le truc que je veux développer, c'est cet aspect conférence et coach speaker. Ah bah oui, ça oui, 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 oui. Oui, parce que, enfin, oui. Enfin, oui, le copywriting, c'est bien à un certain moment, mais je pense que tu es déjà à un niveau où tu peux réellement accompagner des personnes pour ça, quoi. Enfin, et justement, pour ce monsieur-là, quels ont été les conseils, justement, que tu lui as, parce que c'est hyper intéressant, en fait. Quels ont été les conseils que tu lui as donnés pour qu'il puisse s'organiser? Bah, en fait, Et on a... attends, je vais te couper, pardon. Ouais, Et qu'est-ce que, justement, pour encore revenir un petit peu à coiffure maquillage, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut justement développer cette partie-là dans son entreprise? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour mieux s'organiser, pour apporter cette valeur ajoutée dans son entreprise, pour pouvoir trouver du temps pour s'organiser et faire ça, quoi? Mm. Bah, on a fait moi j'appelle ça des block time. Donc Mhm, par exemple, déjà on a défini ses objectifs. Donc ok, qu'est-ce qui est hyper important pour lui de réaliser dans 3 mois, 6 mois, un an? mhm, Au niveau des 3 mois, on a divisé ça en mois et ensuite on a divisé ça en semaines selon ce qui était réaliste pour lui. Ok, block time, tous les jeudis après-midi, tu tournes des vidéos. Comment est-ce que tu peux t'organiser? Comment faire en sorte que ce soit rapide? Et puis après, honnêtement, je pense que c'est aussi beaucoup le fait d'avoir quelqu'un qui l'accompagne. En soi, tout ça, il l'avait déjà en lui, j'ai rien inventé. Juste d'avoir un temps dédié par semaine avec quelqu'un qui lui demande comment ça s'est passé. Eux-mêmes, je lui envoie des messages la semaine, ok, est-ce que tu as fait ça? Et s'il me dit non, bah, je suis en mode, ah, ok, dans ce cas, comment est-ce que tu vas faire pour adapter ton emploi du temps? Enfin, d'avoir quelqu'un qui check, déjà, ça, c'est game changer. Et aussi, une phrase que j'aime bien, c'est quand on investit, on s'investit. Du coup, en fait, je pense que le fait je suis payée, moi, pour ça. Du coup, en soi, le fait de payer quelqu'un, je trouve que c'est forcément qu'il va s'investir beaucoup plus et forcément qu'il va faire ce que je lui dis de faire. bien sûr. Voilà. Mais après, pour les coiffeuses maquilleuses, pour le coup, c'est tellement une industrie que je ne connais pas, mais Ouais. c'est trop intéressant. Bah, block time, si jamais elles veulent développer leur activité sur les réseaux sociaux, ok. Partir de ces standards, moi c'est ce que je dis toujours, mon standard c'est un réel par jour et une vidéo YouTube par semaine. Ok, si je pars de ces standards, combien de temps est-ce qu'il faut que je travaille par semaine pour sortir ça? Moi maintenant, ma création de contenu, elle me prend 4 jours dans le mois. Mhm, Je me mets à fond dessus et encore là, je vais un peu déléguer. Mais du coup, ok, comment est-ce que je fais pour batcher mon contenu aussi, pour pouvoir faire le plus de choses possible, le plus intelligemment possible? Comment est-ce que je peux automatiser mes processus aussi? Forcément, j'utilise beaucoup l'IA, j'utilise pas mal d'outils. Mais ça dépend. Et en vrai, pour les coiffeuses maquilleuses, pour moi, il y a tellement de choses qui sont trop importantes, au niveau du personal branding notamment. Apprendre à se présenter, apprendre à avoir un elevator pitch puissant, apprendre à structurer une offre aussi. C'est mhm. fou. C'est un truc que j'ai fait récemment, de réapprendre aux gens à structurer une offre. Ça fait partie des vidéos là qu'il faut que j'écris justement pour que je l'ai sur YouTube et pas que en conférence. Mais c'est créer une offre qui soit bien packagée et qu'on arrive bien à pitcher, c'est trop important. Ouais, apprendre à se présenter, créer une offre et puis après faire des block time sur le reste en partant de ces standards. Je valide à 100% parce que justement le time blocking, c'est ce qui me permet de à la fois être en prestation de service et à la fois pouvoir faire du podcasting. Moi, je sais que le lundi est dédié à l'administratif, les appels téléphoniques, les appels découvertes avec mes mariés. Le mardi, c'est le podcast. Le mercredi, c'est chill.
le jeudi, vendredi en prestation et le samedi mariage en général ou sinon c'est repos. Donc le time blocking, moi je suis à 100% pour. Et ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire dans ce métier-là parce que on a toujours tendance à mettre un petit rendez-vous par-ci par-là. Allez, il est sympa, je le prends un petit peu. Non, non, il faut vraiment être time blocking, on bloque le temps et puis on ne dépasse pas en fait parce que sinon après bah ça ne sert pas à grand-chose. Et Ouais, le carrément. et de pitcher aussi, ça c'est hyper important parce que ça c'est pas quelque chose euh, qu'on entend souvent pour le coup. Enfin, c'est de savoir se pitcher auprès d'autres prestataires, par exemple, parce que dans le milieu du mariage, savoir se vendre auprès d'une wedding planner, par exemple. Il faut savoir se pitcher. Je sais pas si on dit se pitcher, mais justement, en fait, c'est avoir un bon pitch pour pouvoir se vendre auprès d'une wedding planner, un photographe, etc., pour être référencé auprès de ces personnes-là. Donc ça, c'est hyper Oui, important. carrément. C'est Et trop là, bien. le copywriting revient en force entre guillemets Ah, quoi. mais carrément. Mm. Carrément. Et est-ce que tu aurais justement des podcasts ou des livres ou une chaîne YouTube, il y a la tienne déjà, à Bah, ouais, en conseiller vrai. à d'autres personnes, aux personnes qui nous écoutent? Alors, vraiment, bah, pour le coup, sur YouTube, je suis beaucoup des Américains, mais en fait, je me souviens jamais de leur nom. Bah, il y a Ah, forcément. Comment il s'appelle déjà? En plus, je l'ai regardé hier, mais il y a un gars qui est assez connu là-dedans. Comment il s'appelle? Les vlogs de Iman Gadi, ok. qui est très fort, mais c'est très, très, très business. Là, pour le coup, c'est vraiment Ouais. business masculin à fond et tout. Mais sinon, en vrai, je pense que bah, ce que je vais leur conseiller, c'est la mienne déjà parce que je vulgarise ces concepts-là. Et j'ai des vidéos qui sont vraiment faites pour tout le monde, en fait. Typiquement, ma vidéo sur l'elevator pitch, donc qui est un pitch qui est le meilleur pitch en 1 minute Mhm. pour se présenter quand on connaît pas la personne et qu'on a envie de potentiellement l'attirer si c'est un client potentiel. Bah là, ça s'adapte à tout le monde. En fait, je transmets les structures. Du coup, franchement, s'ils veulent aller regarder, si elles veulent aller regarder, je pense que bah voilà, je vais faire ma promo sur ça. Et Non, après, vas-y, vas-y. au niveau des livres, neuromarketing est bien, mais encore une fois, en fait, c'est très business. Si elles veulent juste des astuces pour mieux se pitcher, des astuces pour créer une offre, des astuces pour mieux vendre, bah, je leur conseille vraiment d'aller voir ce que je fais. Et de toute Oui, façon, elles auront des recommandations après de l'algorithme YouTube en fonction oui, de ce qui leur carrément. convient. Mais j'avoue, j'ai pas vraiment de connaissance d'une autre personne parce que le monde du copywriting, à la base, c'est un monde qui est quand même vachement. C'est pas agressif, mais c'est make money, quoi. Oh, C'est ok. c'est un peu limite dans la manipulation. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de pas trop transmettre, même si on va jouer sur les biais cognitifs, on va Bien faire. Mais il y a sûr. une différence entre manipuler et guider vers une décision pour moi. Du coup, Mm. je préfère pas conseiller parce que je sais que des fois, ça peut heurter dans l'énergie qui est transmise. Ouais. Justement, moi, mon rôle, c'est un peu de prendre tout ça et de le traduire un petit peu, de le diluer pour faire en sorte que ce soit plus doux. Ouais, donc on reste quand même sur ta chaîne YouTube parce que je trouve que c'est Voilà. assez facile à comprendre. Enfin, c'est assez accessible en fait à une grande audience parce que du coup, c'est vrai que souvent c'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi parfois. Souvent les podcasts etc. entrepreneuriaux sont très pushy, très young, très et c'est bien, c'est beau en fait de voir qu'il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus. C'est vrai que je suis pas féministe de base, mais c'est vrai que en tant que femme, j'aime voir aussi d'autres femmes réussir, s'élever, entreprendre. Qu'elles soient dans une énergie yin ou yang, mais qu'elles entreprennent. Et ça, c'est beau à voir en tout cas. Donc ouais, écoutez la chaîne YouTube de Kana. Et puis en vrai, si jamais elles ont des questions, mais c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, mais mon Insta, il est trouvable extrêmement facilement. Et puis même mon adresse mail est trouvable. Donc en vrai, si jamais elles ont des questions qui sont spécifiques dans les commentaires et tout, enfin, je réponds moi. Du coup, enfin, pour le coup, c'est très adaptable personne par personne. Donc j'ouvre beaucoup Et cette porte-là, quoi. Et justement, là, du coup, comme vu que tu as eu cette période-là où tu as été obligé de refuser des personnes, est-ce que là, tu travailles seul ou est-ce que tu as une équipe, entre guillemets, derrière toi, ou quelqu'un à qui tu délègues certaines choses ou pas encore? J'ai pas d'équipe parce que Ouais, pour le coup, je suis assez. Je me fais confiance. bien sûr. Du coup, je sais que j'aurais du mal, par exemple, je peux pas recruter d'autres copywriters. Parce Mm. que les gens qui viennent me chercher, ils viennent chercher moi, ils viennent pas chercher un autre copywriter que je connais pas, en qui j'ai pas entièrement confiance et tout. Mais du coup, là, ce que je pense que je vais déléguer, c'est bah, littéralement ce matin, j'ai parlé à une de mes colocs, Mhm. qui va prendre en relais une partie de mon montage vidéo.
Ah oui. Ah. Rien que je fais mon montage vidéo. Non, mais c'est une dinguerie que je fasse toujours mon montage vidéo. C'est Bah oui. montage. Enfin voilà, du coup, je vais déléguer petit à petit. Peut-être qu'après, je prendrai un mini maker, quelqu'un pour poster à ma place sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais le cœur de mon métier, tout ce qui est coaching et copywriting, je me vois vraiment mal le déléguer pour le coup. Je pense que j'augmenterai mes prix avant de déléguer une partie de ça. Oui, 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 parce que Alors, je ferai des formations. Là, je suis en train de travailler sur un programme qui ne me demandera pas de temps à moi. Mhm, Je en no delivery. Ce sera un programme qui est tout enregistré et tout ça. mhm. Les gens qui voudront être coachés un peu plus, ils pourront me demander. Mais voilà, du coup, je pense que ma manière de scaler, ça va plus être en no delivery ou en augmentant mes prix plutôt qu'en recrutant une équipe. Oui, Ça oui, te- bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que je pense que si, enfin, pour ce genre de choses, si on vient vers toi, enfin, c'est pour toi. Même pour autre chose qui n'est pas le copywriting, on vient pour toi en fait. Ah bah Donc, oui. pour en Ah, mais reprenant l'exemple de, en reprenant l'exemple du monsieur. oui. Super, c'est déjà hyper constructif, hyper intéressant. Si tu veux, pour le podcast, j'ai, on va dire, une série de questions signatures que je pose un peu à tout le monde, bien sûr, adaptées à la situation de chacune. Ouais. Donc là, si tu as encore un petit peu de temps, on va aller sur ça. J'ai encore du temps, pas de souci. Du coup, bah, justement, par rapport à ta situation du fait d'avoir arrêté tes études si proche du but, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut quitter ses études, son travail actuel pour se lancer euh, corps et âme dans l'entrepreneuriat ou, enfin, peu importe le type d'entreprise qu'elle souhaite faire, qu'est-ce que tu lui dirais Pour moi, il y a deux grosses choses. Déjà, je suis très partisane de la philosophie qu'il n'y a pas de mauvais choix. Faire un mauvais choix, c'est impossible. Les seuls mauvais choix sont des choix que l'on n'incarne pas. Hmm, La seule manière de faire un mauvais choix, c'est de ne pas l'incarner, de ne pas aller avec à 100%. Si j'avais pas arrêté mes études, ça aurait pas été un mauvais choix du moment que j'aurais incarné ce choix-là et que j'aurais décidé, ok, j'ai fait le bon choix. Maintenant, comment est-ce que je fais pour faire le mieux avec le choix que j'ai fait? Donc déjà, pour moi, je trouve que ça enlève déjà beaucoup de pression, mais j'aime bien avoir cette croyance-là, parce que dans la vie, je suis en mode, ok, quand j'ai des choix, je suis en mode, bon, peu importe ce que je fais, c'est moi qui décide si c'est un bon choix ou pas. mhm. Déjà, il y a cette notion-là, il n'y a pas de mauvais choix. J'aurais très bien pu continuer mes études et décider d'incarner cette décision à 100% et ça aurait été le bon choix aussi. Il y aurait des Bien très sûr. bonnes choses qui auraient résulté de ça. Ça aurait juste été différent. Et ensuite, le deuxième truc, c'est ça dépend beaucoup de vos valeurs principales. Par exemple, il y a des gens qui ont une valeur liberté au-dessus de leur valeur sécurité. Bien sûr. Et ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, par exemple, j'aurais pu arrêter mes études plus tôt, en vérité, mais je me sentais bien parce que ma valeur sécurité, c'est une de mes valeurs fondamentales. J'ai besoin de me sentir safe, j'ai besoin de me sentir sécure. J'ai aussi besoin de me sentir libre. Donc voilà, ça, c'est un peu une bataille interne, mais ça, c'est moi. Et du coup, j'ai vraiment ce truc où j'avais besoin de me sentir en sécurité, donc j'ai arrêté de faire des études au moment où j'ai été libre financièrement grâce à mon entreprise et où j'ai eu où j'ai pu me dégager assez pour vivre et je savais que je pouvais vivre et j'avais assez de côté. J'avais construit un parachute où même si j'arrête de travailler, je peux vivre un an sans revenu, quoi. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Mais il y a des gens pour qui c'est pas important et qui vont être hyper à l'aise et ça va être hyper agréable pour eux d'arrêter. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de on doit arrêter son travail ou on doit continuer jusqu'à avoir une sécurité. C'est vraiment en fonction de la personne et de où est-ce que sa valeur liberté se place au-dessus de sa valeur sécurité. Moi, pour moi, la sécurité, c'était plus important, donc j'ai pas arrêté tout de suite. Ok, ok. Donc, ça dépend vraiment des personnes, en fait. Ah, Mm, mais littéralement, mais il y a des gens qui seraient hyper malheureux à ma place actuellement, mm, qui seraient pas en sécurité, qui se sentiraient pas bien, qui préféreraient avoir le diplôme et quitte à endurer un peu pour quelques mois en plus. Et il y en a d'autres qui auraient même pas été faire d'études à la base. Moi, je suis un peu un entre-deux. J'ai les besoins qui vont un peu, qui s'affrontent un peu, c'est le conflit interne, mais il y a des gens qui auraient pas du tout fait d'études et qui auraient été très heureux et qui auraient un peu galéré, c'est sûr, mais qui auraient été parfaitement contents dans cette galère-là parce qu'ils se seraient sentis libres dedans. mm. C'est tellement subjectif, il n'y a pas de bonne réponse. Non, il y a la seule bonne réponse, bah, c'est la réponse qu'on choisit, en fait, soi-même. Exactement. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer dans le copywriting, quel serait, ou même si tu en as plusieurs à donner, quel serait ce conseil-là? Déjà, commencer par se former aux bases, à connaître les structures. Et puis en vrai, pour moi, la meilleure formation, c'est le terrain. Je me suis formée sur le terrain personnellement.
Et mon astuce au début, enfin, c'est ce que j'ai fait, c'est peut-être pas ce que je conseille à tout le monde, encore une fois, parce que c'est inconfortable. Mhm. Mais moi, au début, j'étais en mode, ok, je suis pas chère et je sais pas ce que je fais, mais enfin, c'est plutôt, je sais pas ce que je fais, mais je suis pas chère. Du coup, c'est les gens qui voulaient un copywriter et tout, et qui savaient pas trop, ils venaient vers moi, et c'est comme ça que j'ai monté en compétence, et au fur et à mesure, j'ai augmenté mes prix. Mais je me suis formée sur le terrain, j'ai demandé à des gens. Mon plus gros canal d'acquisition client, c'était le bouche à oreille. Et c'est toujours Ok. le cas. C'est vraiment des gens que soit je les ai rencontrés en événement, d'aller dans des endroits, de proposer. Mais ouais, se former aux bases. Et après, une fois qu'on a les bases, en réalité, on peut réellement progresser qu'en faisant sur le terrain, en voyant ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, d'aller sur le terrain, de proposer des prestations et puis de voir où ça mène au fur et à mesure, quoi. D'accord, ok, ok. J'aime bien. Je sais pas ce que je fais, mais je suis pas chère. Ouais. Ah, mais moi, à 16 ans, quoi. Vraiment, les lycéenne. L'insouciance. J'avais pas le bac et j'étais là en mode, alors, certes, vous n'avez pas de preuve que ça va marcher, mais par contre, c'est genre 10 euros de l'heure, quoi. Comme ça. Mais ça a marché. Mais Mais oui, ça la a preuve. marché. Au La culot, preuve, ça a marché. De toute façon, bien sûr. qui ne tente rien n'a rien dans la vie. Donc, c'est ça qui est beau, en fait. C'est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui attendent que ce soit parfait, carré, etc. Et là, c'est la preuve qu'en fait, il suffit juste de commencer. Il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas, un master en copywriting. Je sais même pas si ça existe. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 000 conférences, etc. On peut juste commencer dans sa chambre d'ado et à 10 euros de l'heure sans Ah, savoir ce qu'on mais fait. c'est pareil avec le montage vidéo, le setting, le closing. Enfin, il y a tellement de domaines où on se Ça forme vaut en pas réalité tout, sur le oui. terrain. Mais là, j'ai commencé à faire ça d'ailleurs. Bah, pareil, c'est un truc qui est venu à moi. Je l'avais pas demandé, mais c'est venu à moi. Donc, j'ai pris et je me suis dit, OK. Là, il y a une fille, c'est une de mes clientes. Ouais, Elle est copywriter dans une entreprise. ok. Mais elle savait pas, au début elle a commencé, elle savait pas du tout ce qu'elle faisait. Du coup, en fait, moi, mon rôle, c'est juste de lui répondre quand elle m'envoie des messages pour valider ce qu'elle fait. Du coup, elle c'est trop bien parce qu'elle est copywriter dans une boîte et en fait, juste moi, je suis payée pour, elle m'envoie ce qu'elle fait et comme ça, elle est sûre que c'est pas, qu'elle fait Le pas de check. bêtises. Hmm. Elle se sent en sécurité dans son métier, dans sa position et tout ça. Et en même temps, elle apprend sur le terrain parce que c'est elle qui fait. Et moi, juste, je suis là pour lui dire attention, ça et tout. Faut peut-être changer ça et pour améliorer. Du coup, elle fait un super travail. Elle apprend super vite parce que enfin, je lui apprends à pêcher au lieu de lui donner du poisson. Mais du coup, c'est génial. Elle progresse trop vite. L'entreprise, enfin, elle fait des bêtes de trucs parce que forcément, elle a le retour d'une copywriter expérimentée derrière. Et c'est trop bien. Là, en quelques mois, elle me bluffe, elle apprend hyper vite, elle fait des trucs trop quali. Bientôt, elle aura même plus besoin de moi. Je lui dirai quand elle aura plus besoin de moi. Mais enfin, franchement, elle apprend trop vite. Et pour moi, c'est la meilleure manière de faire parce qu'elle avait besoin de se sentir en sécurité quand même. Et Ouais. même, l'entreprise, en fait, moi, je suis embauchée par l'entreprise en soi. Oui. C'est pas elle qui me paye, c'est l'entreprise qui me paye C'est pour la ça. former. Comme ça, eux, ils ont une copywriter où ils savent que ça va performer parce que je suis derrière. Et en Ok. même temps, elle va rester dans l'entreprise après. Enfin, tout pour moi, c'est trop. C'est génial. Je trouve Mais trop c'est bien. trop génial. Je Mais trouve c'est génial qu'ils aient fait ça, en fait. Trop bien. je trouve ça trop Incroyable. bien, franchement. Non, non, franchement, trop bien. Bah, des fois, c'est vrai qu'en fait, on a juste besoin de, c'est un peu, on a juste besoin de quelqu'un qui, pour ça nous rassure, en fait, de se dire, ok, même si je fais n'importe quoi, au moins, il y a un double check derrière et Pas c'est faire cool. n'importe quoi. Elle m'envoie tout avant de mettre en place, avant de publier. Elle m'envoie, du coup, elle fait jamais n'importe quoi Mm. parce que bah, si jamais il y a un truc qui va pas, c'est moi qui lui dis. Oui, oui. Mm. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et est-ce que tu as eu dans ta carrière un moment clé, un moment game changing depuis tes 16 ans ou même avant, du coup? Oui, j'ai fait un séminaire l'été dernier, mais en fait, littéralement avec les gens avec qui je vis aujourd'hui, finalement. En fait, je les suivais et avant, en fait, Entrepreneur du Château, donc qui est Ok. l'entreprise où je vis, ils faisaient des séminaires, beaucoup de séminaires, et je suis allée à un de leurs séminaires. Et avant ça, j'étais pas très motivée pour le business parce que j'avais un peu fait une overdose de tout et j'étais très bien à la fac et ça m'allait très bien. Et j'ai vécu une des meilleures semaines de ma vie et ça m'a fait un déclic mais monstrueux. Et c'est à partir de là, c'est après ça que j'ai commencé à vraiment aller chercher des clients, que j'ai commencé à vraiment publier beaucoup plus de trucs, des contenus de copywriting sur YouTube. Bien sûr. Et en fait, après ça, j'ai commencé à vivre de mon entreprise après cette semaine-là. Donc c'était vraiment une semaine qui a tout changé pour moi. C'était la semaine où vous aviez fait la visualisation ou pas du tout?
c'était il y a 2 semaines. Ah, ok, oui. C'était un autre séminaire. Mais les deux ont été game changer, mais pas de la Ouais, même manière. Là j'y étais en tant qu'intervenante, donc c'était ok. différent. Mais Ouais. ce séminaire-là, l'été dernier, c'était en juillet dernier. Oh, Je ok. l'ai euh, je l'ai fait en tant que participante pure. Et il y a eu des trucs qui m'ont complètement débloqué. Il y a eu un breathwork qui m'a fait halluciner. On était suivi par une coach en somatique, qui d'ailleurs vit ici aujourd'hui, qui m'a débloqué des croyances limitantes. On est allé chercher dans mes souvenirs. Enfin, c'était une vraie séance de somatique, en fait, qui m'a complètement débloqué des trucs limitants, des schémas limitants que j'avais avant. Et ouais, cette semaine-là, j'ai compris énormément de choses. J'ai compris que j'étais compétente parce que j'ai commencé à aider tout le monde là-bas et tout le monde là-bas m'a fait des super retours. J'ai compris que j'étais compétente, j'ai compris que j'étais légitime, j'ai compris que j'avais pas à m'excuser d'exister et de prendre ma place. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à exploser, quoi. Hmm, c'est beau. Et comment tu appelles le château le château des entrepreneurs? Non? Entrepreneur du château, ouais. Entrepreneur du château? Ok. Et qu'est-ce que c'est en fait si tu peux développer un peu plus, s'il te plaît? Deux associés, donc Noé et Enzo, Célophat sur les réseaux Noé. Et en fait, En fait, au début, ils faisaient que des séminaires. En fait, c'est juste l'histoire d'un gars, Noé, qui louait une maison et qui a invité des potes entrepreneurs pour qu'ils puissent se motiver et vivre en communauté. Ça a bien marché. Ils ont commencé à organiser des petits séminaires. Ils ont fait des vidéos. Ça a pété sur les réseaux sociaux. Il a pris 10 000 abonnés en quelques mois, un truc comme ça. Et il a commencé à organiser des séminaires. Et au bout d'un moment, les gens des séminaires, ils voulaient rester ensemble. Donc, ils ont commencé à vivre ensemble. Et il a loué une première maison. Il a fait payer un loyer aux gens qui venaient vivre pour qu'ils puissent continuer de la louer. Et au fur et à mesure, en fait, là, maintenant, ça a explosé. Ils en ont fait un vrai business. Et maintenant, ils ont 5 maisons dans le sud de la France qui louent et qui sous-louent à des entrepreneurs. Donc, 5 co-living. Ok, incroyable, incroyable. Moi, à la base, j'étais juste cliente de leur séminaire. Et au Ouais. final, j'ai commencé à travailler avec eux pour du copywriting. Je fais leur newsletter. J'ai bossé avec eux sur d'autres projets aussi. Je suis venue faire une conférence dans un de leurs événements à Montpellier récemment. Et je suis restée une semaine avant la conférence pour leur rendre visite. Et en fait, je voulais plus partir. Du coup, j'ai déménagé. Oh punaise, mais incroyable, trop trop bien. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. En fait, l'enchaînement des choses, les choses qui s'enchaînent très bien et qui sont en une belle synchronicité, en fait, c'est super. C'est génial. Incroyable. Et je relève un petit peu parce que tu as parlé de newsletter, parce que ça, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de tes missions, c'est ça? Bah, c'est quelque chose que je fais, c'est une de mes prestations, c'est newsletter une fois par semaine, écrire un mail. Ça dépend vraiment de l'entreprise, mais typiquement, l'entrepreneur du château, c'est OK, une semaine, il donne un tips, donc une astuce, quelque chose de pratique, où il donne de la valeur gratuitement. Ensuite, il y a les nouveautés, donc ce qui s'est passé, parce que c'est une grosse communauté, donc il y a plein de choses qui se passent dans les co-living et tout. Ensuite, le portrait de la semaine, donc on présente un co-liver, et ensuite les événements à venir. Donc c'est juste pour tenir les gens au courant, mais il y a des newsletters qui servent plus un peu à vendre, il y a des newsletters qui servent purement à donner de la valeur, ça dépend vraiment de l'entreprise. Et moi, effectivement, j'ai une de mes prestations, c'est chaque semaine, c'est moi qui écris et qui programme leur newsletter. Et quelle est la fréquence idéale, enfin, même si peut-être qu'il y a pas, il y a peut-être pas une fréquence idéale, mais quelle serait la fréquence idéale pour si on veut tenir une newsletter, par exemple, pour sa clientèle? Pour moi, c'est une fois par semaine et c'est d'être régulier. Par exemple, là, c'est tous les dimanches matin à 10 heures. Les gens savent qu'ils vont recevoir un mail, surtout si c'est des mails qui n'ont pas nécessairement tous pour objectif de vendre. Ce qui est bien quand on est newsletter, c'est qu'on habitue les gens à recevoir des mails de notre part et on les habitue à nous lire. Et du coup, le jour où on a quelque chose à vendre, les gens, ils nous connaissent, ils nous font confiance, ils savent qu'on leur a déjà apporté plein de valeur gratuitement. Et niveau taux de conversion, ça n'a rien à voir. Et justement, pour ces newsletters-là, tu conseilles plutôt de batcher son contenu ou plutôt de faire quelque chose, on va dire, de spontané, par exemple, parler de sa semaine ou je sais pas, ou se poser le dimanche matin devant son ordinateur et écrire sa newsletter qu'on envoie tout de suite, ou plutôt quand même d'être un peu plus organisé pour ça. Ça dépend vraiment encore une fois, ça dépend de la personne. Moi, mes newsletters, j'en ai une par semaine pour promouvoir mes vidéos YouTube. Donc, je donne de la valeur gratuitement grâce à YouTube. Bah, elles sont programmées en avance parce que moi, je fonctionne comme ça. Mais par exemple, Entrepreneur du Château, ils me donnent en général ce dont ils veulent parler le mercredi ou le jeudi et je l'envoie le dimanche. Donc, c'est un peu moins spontané, mais il y en a qui l'écrivent le jour même. En fait, littéralement, ça dépend. D'accord. C'est tellement propre à chacun. Il y en a qui l'écrivent et qui l'envoient dans la foulée. Moi, je fais pas trop ça. Je parle, mais je rajoute des trucs des fois. Je vais les modifier juste avant, mais ça dépend. Vraiment, c'est tellement propre à chacun. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qui attend la future Kana?
Waouh, tellement de choses. J'organise une retraite cet été Oh! avec mes parents. Oh! J'organise une retraite. Mon père est dans le business aussi. Enfin, il est très très bon en business pur. Ma mère, elle est facilitatrice de breathwork et de régulation du système nerveux. Ok. Donc, on fait une retraite à la fois business. Le matin, c'est business et l'après-midi, c'est breathwork, sécurité intérieure, développement personnel. Enfin, ça va être génial. Donc, Ouais. je fais ça cet été. Je suis en train de lancer une activité de coach pour les leaders, experts et entrepreneurs Ok. qui veulent enfin, qui veulent s'améliorer en prise de parole en public. C'est vraiment les gens qui sont hyper anxieux avant de monter sur scène et qui galèrent à capter l'attention des gens. Donc, je suis en train de lancer une activité de coaching là-dessus avec ma maman, du coup. Oh! Donc, on lance un truc à deux aussi, c'est génial. Et puis, ouais, je suis en train de créer un programme aussi pour mettre un peu toute mon expertise en copywriting et funnel building dans un programme. Comme ça, je peux mettre ça dans la nature et voilà. Mais ouais, non, là, en ce moment, j'ai tellement de choses. C'est génial. Et en même temps, bon, faut que je prenne des vacances aussi à un moment. C'est clair. C'est beau ça de travailler avec ses parents et Ah enfin, ouais. déjà d'avoir l'appui. Ah, Euh, mais génial. mais de travailler avec ses parents, c'est encore, ça doit être incroyable. C'est beau. Génial, j'ai trop de chance. J'imaginais déjà ton papa avec son Osmo courir de partout. Ah, mais oui, mais c'était vraiment ça. Mais du coup, ça va être, c'est trop bien Ouais. d'avoir, de travailler en famille. Moi, je trouve ça génial. Et ça, c'est quelque chose que vous pensez réitérer à l'avenir ou là, enfin, c'est déjà c'est la première fois que vous allez faire ça? Alors moi, j'ai la vision où on fait ça on fait ça beaucoup, mais moi j'adore les retraites, j'adore les séminaires, Ouais, là. Eux déjà, faut qu'on en fasse un, qu'on voit comment ça se passe, qu'on voit aussi leur niveau d'énergie et tout ça, parce ils ont pas mon âge, quoi, ils ont pas la même capacité à donner de bien sûr. l'énergie. Mais du coup, moi, j'ai envie d'en faire plus. Après, il faudra qu'on en discute, mais la vision, c'est on en fait une première, on voit comment ça se passe, et ensuite on améliore et on en fait de plus en plus. Ok. Voilà, j'aimerais beaucoup. Ok, ok. Là, j'ai une question qui me vient parce que j'ai oublié tout à l'heure, mais j'ai remarqué que dans toutes tes prises de parole sur scène, tu étais toujours habillée en noir. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est volontaire ou c'est juste c'est juste parce que t'as une garde-robe noire? J'ai une garde-robe très noire et en fait, toutes mes prises de parole jusqu'ici ont été faites en hiver. Ok. Et en fait, en hiver, je m'habille que en noir et en gris. J'ai Ah, ok. l'été, j'ai une garde-robe beaucoup plus colorée et je m'étais dit un jour, il faudrait que je fasse une conférence où je suis habillée en blanc parce que je suis censée être l'ange des mots quand même. Oui. En fait, noir, je sais pas, en fait, j'ai l'impression on peut pas faire de faux pas en noir et du coup, je suis un peu plus confiante quand je suis habillée en noir. J'ai l'impression que de toute façon, c'est classe vu que c'est un total look noir, c'est forcément classe. Ok, ouais, parce que dans ma tête, en fait, quand j'ai vu ça, enfin, c'est vrai que bah peut-être c'est pas les choses qu'on remarque le plus, mais comme je suis dans un métier de, enfin, visuel, etc., ça m'a Ouais. sauté aux yeux et je me suis dit peut-être que ça avait un vrai sens de se dire qu'en fait, être en noir, en fait, au moins on ne fait pas attention à ce que tu portes, mais vraiment à ce que tu apportes en fait par tes mots. Donc je me suis dit c'était peut-être volontaire, non, c'est juste que c'était Il y a l'hiver. un peu de ça. Il y a un peu de cette volonté-là, mais c'est vrai que c'est plus simple pour moi. En fait, je Ouais, voulais m'habiller toujours de la même manière sur scène au début. ouais. Du coup, je me suis dit noir, c'est le plus simple parce que je porte que ça. Mm. Et du coup, j'aimerais bien à l'avenir diversifier un petit peu, porter peut-être du blanc aussi. Peut-être Ouais. noir. Faire noir et blanc, je trouve que ce serait pas mal pour mes Ouais, scènes. bah, blanc, c'est bien. Parce que du coup, enfin, ça m'a fait penser aussi, tu sais, il y avait, lors du séminaire, il y avait aussi la meuf en rouge, qui est toujours habillée en rouge. Donc, bon, elle, bah, c'est encore différent, ça, c'est encore une autre couleur, mais au moins, quand on sait que c'est elle, quoi. Et du coup, enfin, moi, en tout cas, enfin, de manière cognitive, je fais relation cana noir, cana en noir. C'est marrant. Mais ouais, du coup, pour le personal branding, ça ferait plus sens que je m'habille en blanc. Mais le truc, c'est que bah, là, pour moi, c'est vraiment purement pratique. C'est-à-dire que ma Ouais. garde-robe est quasiment commune. Du Oui, coup, oui. vraiment, c'est pour ça. Ok, ok, voilà, c'était une petite aparté. Euh, Après avoir écouté ce podcast, qu'est-ce que nos auditrices devraient retenir de tout ce bel échange qu'on a eu ensemble? Aller travailler au niveau de leur énergie. Mhm, Aller voir en elles qu'est-ce qu'elles ont envie de transmettre. mhm, Et si on parle de mon expertise, donc du copywriting et pour les aider à mieux vendre, moi, il y a une phrase qui m'aide littéralement partout, c'est ce n'est pas à propos de comment je veux être perçue, c'est à propos de comment est-ce que je peux me mettre au service. mhm. Et voilà, moi, c'est vraiment la phrase qui m'aide tout le temps. Dès que j'ai un doute, dès que je suis pas bien, dès que j'ai peur de quelque chose, je me dis, attends, mais là, en fait, ton focus, il est sur toi.
c'est pas à propos de comment j'ai envie d'être perçue, c'est à propos de comment est-ce que je peux être au service. Et quand on fait ce switch-là, tout devient un milliard de fois plus facile parce qu'on est au service des autres et du coup, on peut pas mal faire si on a envie d'aider profondément. Oh, c'est beau, c'est beau, Voilà. c'est beau. On va finir sur cette très belle note. Je te remercie infiniment, Kana. C'était un super moment en ta compagnie. Et waouh, c'était incroyable. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup à toi, c'était génial. Je te souhaite une très belle journée. Salut. Merci, salut. J'espère que cet épisode t'a plu et que les mots de Kana vont pouvoir t'aider à te mettre un peu plus en avant sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, auprès de tes clients en faisant une newsletter. Il y a tellement de façons de connecter avec ton audience afin qu'ils soient addicts en fait à ce que tu leur proposes. Se mettre en avant, ce n'est pas une question de vanité, ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de faire la star, entre guillemets. Parce que je pense que c'est une question surtout comme a dit Kana, en fait, c'est de rendre service, justement. Parce que si vos clients ou potentiels clients ne savent pas ce que tu proposes, ce que tu peux leur apporter, eh bien, tu ne peux pas leur apporter parce qu'ils ne le sauront pas. Donc, c'est leur rendre service que de te mettre en avant, de mettre en avant ton savoir-faire, tout ce que tu sais faire, comment tu t'y prends, quelles sont tes valeurs, quelle est ta perception, ta vision, etc. Tout ce que tu veux, euh, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, toutes ces choses-là font partie de ton identité et ce serait tellement dommage de ne pas le mettre en avant auprès d'une audience qui n'attend que ça parce que ça leur permet d'avoir une connexion réelle avec toi et ils n'attendent que ça de pouvoir connecter avec toi. Alors pense à ce que Kana a dit. Ce n'est pas une question de se mettre en avant soi, mais c'est une question de se mettre au service de sa clientèle. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.